Français continuent de parler de marge de retour en termes d'affrontement. Oui. Alors que ce n'est pas le cas. Oui, il n'y a pas d'affrontement. Est-ce qu'il y a des démarches en ce sens? Ce serait important, à mon avis, parce que les associations, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Oui, on a l'intention de circuler le film partout dans le monde entier avec plusieurs langues. Déjà, on a des amis en Italie qui ont proposé de traduire le film avec la langue italienne pour le projeter là-bas, dans les cinémas, même dans la télé. Hier, j'avais envoyé le film pour un festival pour les droits de l'homme à Istanbul, et c'est déjà une bonne nouvelle pour nous. C'est vraiment de faire entendre le voix du peuple palestinien qui est opprimé. C'est notre objectif. À Gaza et en Palestine en général, on ne fait pas de cinéma industriel, on fait de cinéma documentaire qui parle vraiment de la réalité de la situation en Palestine et à Gaza surtout. Voilà. Bonsoir, je fais partie d'une organisation des femmes, organisation des femmes égalité. D'abord, à la maman de Hassan, vraiment toute notre admiration et notre soutien par son courage. C'est-à-dire que Hassan, on a dénoncé l'assassinat de Hassan parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais là, le film me permet vraiment de connaître de plus près son action. Et très franchement, elle nous permet de montrer le visage de la société palestinienne qui va à l'encontre du visage qu'on peut nous montrer d'une société arriérée. C'est une femme qui s'impose pour être en première ligne de cette résistance. C'est une femme qui est assassinée. Ça nous permet, il y a de nombreuses femmes qui font cette action. Et donc l'action des femmes est souvent méconnue. Elle n'est pas valorisée. Et donc il nous permet de montrer qu'il y a des femmes, des hommes, des jeunes, mais aussi des femmes en première ligne pour résister. C'est vraiment un film qu'il faut faire connaître. Et cette action, il faut à nouveau, félicitations par vous-même et par votre fille, qui doit être aussi le résultat de votre vie et de votre bagarre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, la dame d'abord. Oui, moi je voulais savoir quel est le poids des associations comme l'Union juive française pour la paix. Il existe des associations, des regroupements similaires en Israël. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui sont contre cette guerre d'assassins. Et quel est le poids de cette force en fait israélienne qui est contre cette guerre et contre ce comportement vers les Palestiniens? Parce qu'il y en a également. Bien sûr, oui, il y a des associations qui... Il y a un grand nombre d'associations qui sont présentes sur les checkpoints, qui prennent des photos, qui protestent, mais malheureusement, on parle ici des Israéliens, ils sont extrêmement minoritaires. Ils nous donnent des documents, ils livrent des documents pour l'histoire, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas les entendre. Nos associations nous-mêmes, l'UJFP en particulier est une association aussi relativement minoritaire, mais il existe d'autres grandes associations. L'AFPS, par exemple, est une grande association, j'espère vexer personne ici, qui a des contacts à plus haut niveau. C'est grâce à l'AFPS qu'on a pu rencontrer donc des sénateurs, des députés. Pardon ? L'association France-Palestine Solidarité. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu, ils ont un certain nombre de contacts, grâce à eux qu'on a pu aussi faire des télévisions, comme on dit. Ouais. Razan et Iyad ont pu être, ainsi qu'Ashraf, ont pu être présents sur pas mal de télévisions. Sur notre site, pour en revenir à l'UJFP, on présente un grand nombre de ces documents. Les vidéos qui ont été faites, par exemple, sur les interviews de nos trois amis. Mais malheureusement, ça
là, on est actuellement en train de se débattre pour essayer d'obtenir la possibilité de s'exprimer à l'Élysée. On pense qu'au mieux, on va être reçu par une je ne dis pas au féminin malheureusement, mais disons un sous-fifre quelconque. Je suis désolé pour mon féminin. Qui prendra peut-être quelques notes si la personne a le temps, et puis je ne sais pas trop ce qui sera fait de nos mots. Mais il est important quand même que au moins les actes soient posés. De la même façon, Ashraf et Sabrine ont l'intention d'essayer de poursuivre le tueur en justice. On sait que ça n'aboutira jamais. L'armée israélienne va trouver toutes les raisons pour bloquer les démarches quelles qu'elles soient, mais au moins les choses seront posées et l'histoire jugera. Il y a monsieur. Il y avait derrière. Mais bon, Jean-Marc Jean-Claude. Oui, je suis membre de l'Union juive française pour la paix à Strasbourg, et quand j'ai appris que la famille de Razan et Iyad, le cinéaste de Gaza, venait en France faire une tournée, je dois dire que j'ai été étonné, parce que Gaza, c'est quand même une prison à ciel ouvert, et ça a été rappelé, c'est fermé par l'air, par la terre et par la mer, et il est très difficile d'y entrer, bien que même des membres du JFP comme Sarah Katz et Pierre Stamboul ont réussi pour s'y rendre. Mais je me demandais du coup, comment avez-vous pu sortir? Non. En fait, pour la bande de Gaza, pour accéder à la bande de Gaza, c'est-à-dire pour sortir et entrer à la bande de Gaza, il faut passer par soit un checkpoint israélien, soit par un checkpoint le passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte. Okay? Comme il y a une convention entre l'autorité palestinienne et l'Union européenne que le passage de Rafah doit être contrôlé par l'autorité palestinienne, comme il n'y a plus d'autorité palestinienne à Gaza, il y a une autorité locale là-bas, c'est le Hamas. Donc le passage est fermé depuis 2006 jusqu'à presque ce jour. Mais il y a quelques facilitations aujourd'hui. Le passage de Rafah n'ouvre que avant, le passage de Rafah n'ouvrait que 3 jours par mois, 2 jours par mois. Vous imaginez 2 millions d'habitants dans la bande de Gaza qui n'arrivent pas à se communiquer avec le monde entier, c'est-à-dire de voyager, soit pour faire des études, soit pour se soigner, parce que la situation à Gaza s'est dégradée, donc les hôpitaux, ils n'ont pas les moyens assez pour soigner des patients. Donc voilà, c'était une situation très très compliquée, mais après 2014, presque, l'autorité égyptienne a décidé de faire des facilitations pour les habitants de Gaza. Donc le passage nous ouvre entre Gaza et l'Égypte. Et nous ouvre chaque jour, on peut dire ça, mais le nombre des passagers c'est très très limité, c'est-à-dire il n'y a que 300 personnes qui sortent par jour, qui sortent vers l'Égypte pour prendre l'aéroport égyptien parce qu'à Gaza il n'y a pas d'aéroport. Après ça, utiliser le passage israélien comme Eretz, c'est très compliqué, c'est presque impossible pour les Palestiniens. Et chaque fois qu'on il y a un Palestinien qui arrive à avoir une coordination pour voyager en Cisjordanie ou en Jordanie, parce qu'il doit passer par la Cisjordanie, soit il doit avoir une coordination ou une autorisation israélienne. Donc la majorité des Palestiniens qui traversent le passage de l'Erez, ils envisagent l'arrestation par l'occupation israélienne. Il y a plusieurs prisonniers palestiniens, il y a centaines de milliers de Palestiniens qui sont emprisonnés en Israël grâce à ce passage. C'est un piège pour les Palestiniens de Gaza. Voilà, c'est l'idée. Et le passage la bande de Gaza est tout enfermée par le ciel, par la mer et par un siège terrestre, un siège aérien, un siège maritime.
Et imaginez-vous enfermé dans cette salle pour 1 semaine, 2 semaines, avec une bouteille d'eau comme ça, avec un morceau de pain. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Vous allez essayer de sortir, mais après ça, ça a commencé, votre situation, votre santé va se dégrader petit à petit comme ça. Voilà, c'est ce qu'il a passé à Gaza. C'est ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. En plus, l'électricité ne vient que 4 heures par jour. Même 3 heures, des fois. Et pour répondre à votre question, on était inscrit sur une liste pour les passagers depuis presque 6 mois ou plus que ça. Après ça, il y a des gens qui sont intervenus pour faciliter notre démarche pour sortir de Gaza. Parce que Razan est bien connue par la société palestinienne et le fait qu'elle sorte, la maman et les parents de Razan, pour s'exprimer et pour témoigner la situation en France, donc ils ont nous aidé pour sortir de Gaza. Et voilà. Mais normalement, si quelqu'un à Gaza veut voyager pour se soigner à l'extérieur ou pour faire des études, il doit s'inscrire sur un site d'internet qui est pour le ministère de l'Intérieur, qui contrôle les passages. Donc il doit s'inscrire sur une liste de voyageurs. Voilà. Il doit attendre. Il y a 10 millions de Palestiniens qui veulent voyager. Donc si voilà, si elle a la chance d'avoir une ticket ou voilà, que son nom sera affiché sur la liste des passagers après quelques mois, voilà, il y a des chansons de cette personne. Et après ça, on a traversé l'Égypte dans des conditions très très compliquées. On a passé tout le désert de Sinaï. On a passé au moins 30 checkpoints pour arriver au Caire. Après ça, moi personnellement, j'ai resté bloqué 4 nuits dans la salle de transit. Parce que moi, je suis sorti de Gaza le 23 et là, mon visa a commencé pour accès en France le 28 septembre. Du coup, voilà, j'ai été obligé d'attendre dans la salle de déportation. Et comme j'ai 30 ans, je n'ai pas le droit de rester en Égypte, de circuler, de louer un appartement pour vivre là-bas. Mais voilà, je suis obligé de rester bloqué dans l'aéroport dans des conditions très très difficiles. Et en profitant quand on veut acheter quelque chose, voilà, on donne le soldat, je sais pas, 10 euros ou 5 euros, il nous achète un paquet de cigarettes qui ne coûte pas même 2 euros. Après ça, pour le reste, tant pis. Voilà. C'est la situation des Palestiniens à Gaza, c'est la souffrance. Et c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui là pour témoigner et pour parler largement. Avant. Je voulais répondre. Avant de donner la parole au monsieur, enfin oui, je voulais juste ajouter quelque chose pour répondre aussi aux questions posées par madame. Dire que aujourd'hui nous avons des armes quand même pour défendre les Palestiniens. Nous avons des armes, c'est votre venue pour nous c'est une arme pour faire connaître ce qui se passe. C'est déjà quelque chose d'important. Et le film, j'espère qu'il va être passé partout, effectivement. Et nous essayons de faire connaître tout ce qui se passe en Palestine pour défendre vos droits, pour faire revivre la mémoire de vos filles et de tous les morts de Palestiniens. Donc nous avons différentes possibilités, mais actuellement il y a aussi une campagne qui se développe et qui fait très mal à Israël parce que Israël développe beaucoup de force pour contrer cette campagne. C'est la campagne de boycott des investissements en sanctions. Et à Strasbourg, Et à Strasbourg, nous avons un comité qui est lié à au collectif qui vous reçoit aujourd'hui, qui s'occupe de ce travail-là. Et je pense que toutes les personnes ici présentes qui sont intéressées à y participer peuvent venir nous donner leurs coordonnées et nous les contacterons pour leur faire connaître nos prochaines actions parce qu'il y a des choses qui sont
prévu. Nous ne voulons pas laisser passer tous les crimes sans rien dire, sans répondre, sans faire connaître la voix de la Palestine. En fait, le papa de Razan, il s'intervient pour dire quelques mots. Après ça, je pense qu'il a un objet à vous montrer qui tient Razan. أخباركم جميعا. أنا بشكر حضوركم وحضوركم دعم لنا ولقضيتنا بشكل كامل. Merci beaucoup pour vous, pour votre présence, parce que votre soutien nous donne vraiment le courage pour continuer à se battre, à continuer à défendre la cause palestinienne. نحن فخورون بوجودكم. فحبيت اني اوضح لكم شيء عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي بما ارتكبوا بحق بنتي روزان الشهيده روزان. Je voulais juste vous montrer pourquoi Razan a été tué, si vous me permettez. Juste, j'ai un objet, c'est l'arme de Razan, pour laquelle elle a été tuée. اذا فيش مشكله Si نعوض vous permettez, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord ou... Bon, voilà. Ouais, c'était l'arme que Razan portait. هذا هو اللي قتلت من اجل روزان، هو هذا سلاح روزان. Voilà, c'est l'arme de Razan pour laquelle elle était assassinée à Gaza. قتلت روزان. Avec cette veste, Razan a été tuée, malgré qu'elle est protégée internationalement. هذا دم روزان. C'est le sang de Razan. C'est lui qui témoigne les crimes commis par l'armée israélienne. رغم انه موثق من وزاره الصحه، من وزاره الصحه. Malgré qu'il est validé par le ministère de Santé palestinien. بالهلال الاحمر الفلسطيني. Vous voyez le slogan de la Croix-Rouge. الصليب. Oui. انه موثق ومحمي دوليا. Voilà, malgré qu'il est protégé internationalement, mais Israël est toujours sur la loi. وانه هي الرصاصه اللي دخلت. Regardez la balle qui a traversé de la poitrine qui est sortie de l'autre côté. هذا رصاص متفجر. Voilà, ce sont des balles explosives qui ont passé d'un côté et parti de l'autre côté. هو يدخل يعني برصاصه ويتفجر في الجسم، قطع احشائها بداخل جسمه بالكامل. Avec cette balle, ils ont déchiré le corps de Razan. زي ما انتم شايفين هي دمها. Comme vous voyez le sang de Razan. هذا هو السلاح اللي كانت يعني كان مؤثر على اسرائيل. Voici aussi les balles de Razan pour laquelle elle est située. كانت ترتدي كمان وزاره الصحه وهي الكورنيه تاعها. Voici, ça c'est le badge de Razan Najjar qu'elle portait, c'est-à-dire qu'elle était identifiée pour l'armée israélienne. فهو قتلوها متعمد يعني. On l'a tuée intentionnellement, exprès. فاحنا بنسالها بنقولها لو انه في يهودي متصاوب هل تسع فيه؟ قالت لي انه لو في يهودي وجريح من حقي ان اسعفه وواجبي وعملي بتطلب اني اسعفه. Une fois, la mère de Razan, ma femme, la mère de Razan, elle a posé la question à Razan en lui disant si tu as trouvé un soldat sioniste qui souffre, qui est blessé, comment tu vas réagir? Elle a dit naturellement je vais l'aider parce que c'est mon travail humain. لانه هذا عمل انساني من الدرجه الاولى. C'est un travail humain de premier degré comme on dit. وشكرا لحضوركم معنا ودعمكم لنا. Merci beaucoup. الله يرحمه ويصبركم. Voilà ce qu'il reste comme souvenir pour la mort de Razan. هذا اللي تبقى من رزان اللي تبقى لنا منها من ريحتها قدام الشاهد على جرائم الاحتلال الصهيوني. Ce qu'il reste de Razan, voilà, c'est que le sang qui témoigne des crimes de l'armée israélienne. للأسف حتى ما شفع لها عند الاحتلال للأسف الشديد.
Malgré qu'elle portait cette veste, elle était touée, malheureusement. بأي ذنب احنا نتحمل نشيل دم بنتنا؟ المفروض ان انا احطها بحضني او ازوجها وابوها يفرح فيها. لا بدل ما نلبسها الفستان الابيض لبسناها، الحمد لله لبس لنا اياها الاحتلال الصهيوني بالدم وكساها. Au lieu que Razan s'habillait avec un robe blanche pour se marier comme les autres filles dans le monde entier, l'armée israélienne elle a disparu, elle a déchiré nos rêves, elle a éteint nos rêves, malheureusement. مين المعتدي ومين الظالم من المظلوم؟ Alors qui est Oppresseur et opprimé. qui est oppresseur et opprimé? Qui est? Merci. Oui, allez-y. Merci. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la dignité des parents de Razan. C'est très émouvant ce que vous dites, madame et monsieur. Je pense qu'en étant parent, on sait ce que signifie que de perdre un enfant. Alors, je voudrais revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment la première question qui portait sur la signification et la qualification de ce qu'on appelle la marche du retour. À mon avis, il y a une erreur qui a été commise. La marche du retour, contrairement à ce qui a été dit, n'est pas quelque chose qui a été initié par la société palestinienne dans son intégralité, mais uniquement par les Palestiniens. Je parle sur votre gouvernement, si je me trompe, vous mais uniquement par les Palestiniens vivant à Gaza. Il ne me semble pas que les Palestiniens qui vivent, par exemple, en Cisjordanie, ou ceux qui font partie de la diaspora, aient un jour ou l'autre initié une marche du retour. Alors, ma première question porte donc sur le fait de savoir que pensent les Palestiniens de Cisjordanie de l'initiative de la marche du retour, de l'initiative donc des Palestiniens de Gaza, par la marche du retour. Première question. Seconde question, que pensez-vous de la division interpalestinienne? Parce que nous vous soutenons tous, bien évidemment, dans votre combat, quotidien, pour qu'advienne enfin une justice pour le peuple palestinien dans son intégralité, mais tant que cette division subsiste dans le temps, ça me semble très très problématique. Je ne vais pas revenir à certaines considérations politiques que vous avez soulevées également tout à l'heure. Ma seconde observation portera sur le point de droit. Vous avez dit tout à l'heure que vous voulez... Excusez-moi, tu veux traduire peut-être déjà? Oui, je n'ai pas pour longtemps. Je n'ai pas pour longtemps avec le deuxième point, je vais jamais terminer. Vous avez dit que vous aimeriez avoir déféré le tueur de votre enfant devant la Cour pénale internationale ou devant la Cour internationale de justice. À mon avis, ça va être extrêmement problématique, surtout à cause de la division interpalestinienne, parce que pour le moment, ceux qui ont essayé d'initier une démarche au niveau judiciaire international, c'est simplement le parti de Mahmoud Abbas. Les partis du Hamas n'ont absolument rien fait de ce côté-là, et d'après ce que je sais, sont contre ce type d'initiative. Voilà ma seconde question. Oui. Je voudrais répondre à la deuxième partie de votre question. Bon, on ne se fait aucune illusion sur la possibilité de faire traduire en justice un jour l'assassin de Razan. Ceci dit, il existe des divisions au sein de la politique palestinienne, mais bon, ce n'est pas du tout le problème des parents de Razan. Il se trouve qu'ils ont l'appui de l'autorité palestinienne. Il est même question qu'ils rencontrent Mahmoud Abbas à leur retour. Donc ce sont des choses très indépendantes. Hein, ils ne sont pas inféodés à un parti ou à un autre, et personne ne leur interdit de prendre leurs décisions comme ils l'entendent. En fait, oui. Pour le président palestinien, il avait, je pense, envie, déjà, il a, je pense, la fierté s'il rencontre les parents d'Arazan, parce qu'elle a présenté sa fille pour l'âme de sa vie pour défendre les droits du peuple palestinien. Donc, les parents d'Arazan, ils étaient invités.
4 fois de la part du président palestinien pour le rencontrer à Ramallah. Et malheureusement, c'est l'armée israélienne, comme je viens de dire et abordé tout à l'heure, voilà, grâce au checkpoint entre la Cisjordanie et la bande de Gaza qui est contrôlée par le gouvernement israélien, voilà, ils n'ont pas eu l'autorisation pour se déplacer, pour rencontrer le président palestinien. Donc le président palestinien, je pense qu'il a l'intention, il pense toujours à son peuple, soit à Gaza et soit en Cisjordanie, malgré l'existence de Hamas. Moi, je comprends bien, et par rapport au fait qu'il y a une division palestinienne entre Gaza et la Cisjordanie, malheureusement que ça c'est sûr, mais il y a des intérêts occidentaux, arabes, israéliens pour déchirer la cause palestinienne et pour faire oublier le droit du peuple palestinien. Et pour ça, le peuple palestinien s'est motivé pour organiser les grandes marches de retour à Gaza pour qu'il parte, pour demander son droit de retour vers le territoire palestinien. Et aussi pour lever le cause israélien, inhumain, qui est imposé sur notre peuple depuis plus de 12 ans. Nous, c'est un droit légitime pour nous, comme Palestiniens. Moi, je parle là comme Palestiniens, pas en réalité. Nous, comme Palestiniens, on a le droit de défendre notre territoire parce que c'était le territoire de nos ancêtres. Voilà. Et le deuxième observation. La première question, c'était est-ce qu'il y a eu des manifestations pour le oui, par rapport à la position des habitants de la Cisjordanie, ils ont fait et organisé des manifestations en Cisjordanie, ils n'ont pas le droit d'organiser des manifestations là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'occupation. Il y a toujours l'occupation. Dès qu'il y a juste une fête de mariage, c'est-à-dire dans la fête de mariage, on fait voilà, des ballons, des jours artifices. Dès qu'il y a des jours d'artifice, l'armée israélienne s'intervient pour voir ce qu'il y a. L'armée israélienne s'intervient dans toutes les villes des Palestiniens en Cisjordanie. Il est bien occupé pour l'armée israélienne s'intéresse toujours à manger et à bouffer les territoires palestiniens en Cisjordanie pour réaliser le rêve. Voilà, le Grand Israël. Le Grand Israël, où déjà il a impliqué qu'il y a quelques jours le judaïsme, comment il s'appelle, le droit international. Comment? L'identité de l'État d'Israël. Et je pense, nous à Gaza, on sacré beaucoup, et en Cisjordanie, eux-mêmes, ils vivent de malheur. Et sacré vraiment le fait qu'ils passent toujours par les checkpoints, le fait qu'il y a toujours d'arrestations, le fait qu'il y a toujours des attaques dans les quartiers, dans les villes, c'est vraiment le combat, c'est vraiment la résistance. Et en plus, à Gaza, nous, on a appris la résistance populaire grâce à notre peuple en Cisjordanie. C'est un travail commun entre nous, comme Palestiniens, on s'en fout vraiment des dirigeants politiques, soit le Hamas, soit le Fatah, on s'en fout de tout ça. Je voudrais juste rajouter justement un mot sur le droit au retour, les marches du retour. C'est en fait justement un symbole d'unification du peuple palestinien, parce que le peuple palestinien, il y a plusieurs composantes, mais c'est un peuple, qu'il soit à Gaza, qu'il soit en Cisjordanie, ou qu'il soit dans la diaspora à l'extérieur. Voilà, exactement. Donc, il y a des situations différentes et donc forcément des réactions différentes, des positions un peu différentes suivant leur situation. Mais le droit au retour, c'est ce qui unifie tout le monde, tout l'ensemble du peuple palestinien. Oui, c'est le droit international en plus que nous, on défend également. Voilà. Non, juste une question par rapport à cette histoire des droits au retour, si je ne me trompe pas, parce que ça peut prêter à confusion.
finalement, il demande à retourner. Il faut dire qu'à Gaza, il y a des camps de réfugiés. Ouais, On appelle les 48. Il y a 60% de la population de Gaza à Gaza sont des réfugiés. Voilà, ça, ces 60 plusieurs générations. Et à Gaza, il y a plusieurs camps de réfugiés. Il y a presque 5 ou plus que les camps de réfugiés reconnus jusqu'à maintenant dans la bande de Gaza sont 5 dans les grandes villes dans la bande de Gaza. Et les réfugiés palestiniens représentent, comme je viens de dire, 60% de la population. Ce sont des gens qui étaient expulsés dans les années 48 de leur territoire d'origine en Israël actuel. Voilà, ça c'est une première décision importante à mon sens. Deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est avec le temps maintenant, c'est une pensée personnelle. Je pense qu'en fait l'accent par rapport à cette question dramatique devrait en fait être mis ici en Occident sur les complicités, les différentes complicités honteuses, parfois crapuleuses, des autorités françaises, européennes, américaines, arabes, que sais-je. C'est ça en fait le travail qui doit incomber. La priorité des priorités, ce n'est pas dénoncer Israël, on sait maintenant. On sait qu'Israël s'en fout. Mais en fait, dire à Macron et compagnie, dire à Valls et les autres, ben c'est honteux. C'est ça le travail que nous devrions insister là-dessus. Aux politiques, leur dire c'est honteux, puisqu'il y a une injustice flagrante, puisqu'il y a un viol flagrant des droits internationaux. C'est ça le travail, à mon avis, que devrait, enfin la priorité des priorités, c'est mettre les politiques devant leurs responsabilités, parce que nous avons quand même le droit international qui, malgré ses insuffisances, reste, comme on dit souvent, un vecteur de mobilisation et d'interpellation des autorités de tout genre. Je ne parle pas des peuples, des organisations, tout ça c'est une autre paire de mots. Bon, les gens font un peu ce qu'ils peuvent compte tenu des rapports de force qui n'est pas, hélas, en notre faveur. Je voudrais juste dire un mot ici en tant que juif, antisioniste et soutenant le peuple palestinien depuis au moins 1967. L'État d'Israël, qui autrefois se disait État juif et démocratique, laisse tomber le démocratique. Bon, il est juste démocratique pour les juifs et encore à condition de ne pas être un juif arabe ou un juif éthiopien là-bas en Israël. Mais cet État qui prétend être juif, moi je dis, ce n'est pas un État juif. D'ailleurs, ça ne veut rien dire, l'État juif. Et je vais me référer ici à ce que disait un sage il y a 2000 ans presque, un juif, un rabbi juif. Il disait, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. C'était 18 siècles avant Emmanuel Kant, qui a dit la même chose, un peu différent, et en allemand. Et le sage ajoutait ensuite, c'est une phrase très brève, elle est même gravée à l'entrée de la communauté juive de Strasbourg, sur une espèce de plaque de verre, hein, c'est marqué à l'entrée. Donc ils devraient tous les jours, les juifs strasbourgeois, tous les jours devraient lire ça et se rappeler, ah oui, je ne devrais pas soutenir un État criminel, un État assassin, un voyou international. Et donc le sage finissait cette phrase, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui, par, et c'est là toute la Torah. Avant de prendre on va prendre votre question. Je voulais juste dire quelque chose à propos du droit au retour. Il faut savoir quand, c'est la raison pour laquelle je pianotais sur mon téléphone, j'avais oublié la date exacte. En 1949, après les différents armistices, l'État d'Israël s'est engagé à reprendre les réfugiés. Ça faisait partie de la condition qui avait été mise à l'accession d'Israël à l'ONU et donc à la conférence de Lausanne en 1949.
Israël a écrit noir sur blanc qu'ils allaient reprendre les réfugiés qui avaient fui, qui avaient été obligés de fuir. Évidemment, Israël, une fois élu, Israël s'est empressé d'oublier la résolution qu'il avait signée. Monsieur? Oui, donc je m'appelle François. Moi, je voudrais juste intervenir. J'ai été très marqué effectivement au début par le film, parce que c'est une situation qu'on a connue ici. Aujourd'hui, vous voyez Strasbourg, et on a caché. Il y a encore quelques emplacements des bombes qui restent de 1870 dans les murs. Je peux vous le montrer. Mais c'est une ville, par exemple, le quartier juste à côté, lundi 6 septembre 1943, 11h du matin. Les forteresses volantes revenaient d'Allemagne. Il se trouvait qu'ils avaient encore des bombes orables qui restaient. Donc ils ont lancé 600 bombes sur le quartier à côté, à 11h du matin, tuant toute la population civile. Ça, c'est la réalité du puissant et des bombes. Donc c'est ces mêmes fabricants de bombes aujourd'hui qui, comme vous disiez tout à l'heure, exportent des bombes et des munitions en Israël, pour tuer des Palestiniennes et des Palestiniens. Et ça, moi, en tant qu'humain, je ne l'accepte pas. En tant qu'humain, j'ai aussi un engagement politique. Et je n'accepte pas ça, comme tu disais tout à l'heure, je n'accepte pas ça des gens qui prétendent le représenter et qui achètent des drones à Israël, que Israël a testé sur la population martyre palestinienne, pour effectivement ensuite faire du commerce des armes. Ça, je n'accepte pas. J'ai aussi un engagement syndicaliste. Et en tant que syndicaliste, le 5 juin 2015 est une bonne fête pour moi. Une bonne journée pour moi. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Orange a dû quitter son partenariat avec Partner. Parce que Orange et Partner ont envoyé des SMS à la population assiégée à Gaza, en disant que maintenant, si vous avez lu le SMS, vous devez être considéré comme belligérant. Voilà la réalité du monde des affaires et du monde des business. Tout à l'heure, vous avez parlé, je ne sais plus qui c'est qui a parlé de casser les os des enfants. Et aujourd'hui, l'État israélien a une même politique criminelle de casser l'espoir des enfants, de casser le mental des enfants, en les mettant en prison, à partir de 8 ans, je crois. Et moi, en tant que syndicaliste, je participe à cette campagne de libération des enfants prisonniers. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut obtenir. Mais il faut que tout le monde le sache, il faut que tout le monde s'en empare. Nous avions objectif de ramasser 10 000 signatures. Qu'est-ce que c'est 10 000 signatures en France pour dire il faut que cet État criminel libère les enfants tout de suite? Voilà la réalité. Et donc, ma question était, pour ça, moi j'ai besoin d'arguments, j'ai besoin encore plus d'éléments, et je voulais demander s'il était possible d'avoir les coordonnées du film pour que ce film passe dans les réseaux syndicalistes et dans les réseaux politiques pour justement faire cette campagne et faire connaître cette situation. Merci. Je pense qu'après la fin de tournée, vous allez avoir l'occasion d'avoir le lien ou un moyen comme ça pour vous prenez le film, même pour le garder chez vous, pour le partager au maximum de gens. Ce sera avec plaisir et c'est l'objectif de notre film, de le montrer au maximum de gens. Voilà, c'est l'objectif de faire un film, c'est le montrer à tout le monde, pas pour le réserver pour nous. Oui, allez-y. Alors, merci et puis bravo pour votre courage, pour ce que vous faites à la tournée. Je voulais, Françoise, je fais partie de la CIMAD et du collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine. Donc il y a 2 ans, depuis 2 ans,
Les associations pour la Palestine en Alsace se sont réunies et ont créé la plateforme alsacienne pour la Palestine, dont font partie donc CIMAD, la FPS, le collectif, le CCSD Terre Solidaire, Pierre est là. J'ai oublié plusieurs associations. Le MRAP vient de nous rejoindre. Si d'autres associations veulent rejoindre, pourquoi pas. Au niveau des actions, donc il y a d'une part expliquer, rencontrer, discuter, et donc prochainement il y a d'autres actions qui vont avoir lieu en Alsace. La semaine prochaine, 20 octobre, samedi, à Colmar, aura lieu une journée pour parler de l'emprisonnement des enfants palestiniens. Les plus jeunes prisonniers politiques au monde sont des enfants. À l'heure actuelle, une des armes d'Israël, c'est d'enfermer les enfants, de préférence aller la nuit dans les maisons pour prendre les enfants, ce qui est, du point de vue psychologique, catastrophique, parce que ça veut dire qu'un enfant n'est pas en sécurité chez lui et que ses parents ne sont pas capables de s'occuper de leur sécurité. C'est dramatique. Que deviendront ces enfants dans 10 ans, 20 ans? Là, il faut agir. Le droit international, c'est catastrophique, abominable. La deuxième action que nous allons avoir, c'est le 14 novembre, donc je vous donne rendez-vous, donc le 20 octobre, la semaine prochaine à Colmar. Le 14 novembre, nous accueillons Djihad Abouria, qui est un avocat israélien à Haïfa, qui est cofondateur de l'association Falastiniat, qui défend qui viendra nous parler justement de la marche du retour et du droit des réfugiés 48. C'est aussi une association qui s'occupe des droits des femmes en Palestine, enfin en Israël. Et puis Pierre Stamboul sera là aussi le 14 novembre. Et on vient d'apprendre aussi, je crois qu'il y aurait un jeune qui a été dans les prisons palestiniennes qui viendront aussi témoigner. Là, il faut qu'on voit les associations. Je ne sais pas qui quelqu'un dans la salle est là pour en parler. Et donc, ça, c'est le côté... Donc, les actions, c'est expliquer, présenter. La deuxième chose, c'est, je pense qu'une des actions les plus efficaces, une des armes que nos démocraties ont, c'est les sanctions économiques, c'est l'argent, le nerf de la guerre, c'est d'une part soutenir le BDS, et d'autre part, il y a l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui est en action depuis 2000, et en fait ça permet à Israël de bénéficier de notre espace économique sans tarif douanier. Résultat, il y a aussi un programme d'échange pour la recherche. Donc les balles qui explosent dans les jambes des Palestiniens, on peut dire quelque part que nous en sommes responsables. Nous avons financé la recherche qui détruit et qui tue à Gaza et en Cisjordanie. Et donc nous demandons, et du coup, suite à cet accord, l'Union européenne est le premier partenaire économique d'Israël. Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas je ne sais pas qui, c'est nous. Donc nous demandons la suspension de cet accord. L'article 2 de cet accord stipule qu'en cas d'atteinte aux droits de l'homme, nous pouvons demander la suspension de cet accord. Alors on y va, on a le droit avec nous, mais il faut qu'un maximum de personnes signent. Donc nous avons lancé la pétition. Nous avons besoin, pas de 10 000 signatures, mais largement 1 million, pourquoi pas, mais il faut y aller. Pour l'instant, on n'est pas loin des 3 000 signatures, mais nous avons besoin que l'information diffuse. La pétition, c'est sur change.org, stop à l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. La pétition est en ligne sur la plateforme nationale des ONG françaises, la plateforme des ONG françaises, elle est là, et elle est aussi sur le site de la coordination européenne. On a juste besoin que ça diffuse. Pour l'instant, ça patine. On n'arrive pas à développer, mais je pense que nos manifestations, tout ça, c'est bien, mais c'est des sanctions économiques. On arrête. Alors, je ne vais pas dire on arrête de discuter, on agit. Non, c'est bien de discuter, mais la suspension, Naëd va vous montrer. L'affiche est là. Voilà, merci. Et donc, diffuser, on peut développer à Gaza. Les habitants de Gaza peuvent aussi signer
C'est sur change.org. Merci beaucoup. Pour reprendre tes films en direct là. Ah, tu me l'envoies. Tu me les envoies sur la base. Tu t'appelles comment? Tu me contactes ou sur la Facebook. Un jeune étudiant palestinien qui a fait la prison quand il était enfant. D'accord? Et donc, on a lancé une organisation, mais il y a des tas d'autres collectifs, donc les femmes noires, il y a aussi la TMF, il y a la DIDI, il y a donc énormément d'informations, une campagne pour libérer les 358 enfants, parce que c'est seulement en Israël, seul pays où les enfants à partir de 8 ans peuvent être mis en prison et jugés par des tribunaux militaires. Et ça n'est pas connu. Et donc les enfants, c'est une cause qui unit tous les Palestiniens et c'est une cause très franchement qui peut nous unir très largement. Et c'est vraiment une épingle dans les talons d'Achille d'Israël. Parce qu'on peut voir ce qui s'est passé aux États-Unis quand on a su que Trump enfermait les enfants et les séparait de ses familles. Voilà. Donc on va connaître aussi en Israël, on sépare les enfants, on les torture, on les prive, on ne leur donne pas assez de manger, on les interdit de suivre des études à distance et on ne les soigne pas. Donc ça, il faut le faire promettre. Et les 10 000 signatures, c'est pour commencer, parce qu'on a déjà 7 500, mais on veut des milliers de signatures, parce que celui qu'on interpelle, c'est Macron, avec cette pétition. On demande au gouvernement français de faire pression sur le gouvernement israélien pour libérer immédiatement les 358 enfants palestiniens qui sont dans des prisons israéliennes. Donc, le 12 et le 13, vous aurez l'information par toutes ces associations. On vous sollicite, vous et bien tous vos proches, amis qui sont pour cette cause qui est humanitaire. اسمحوا لي معلش باسمي الشهيد باسم عائلة الشهيدة رزان النجار وباسم الشعب الفلسطيني بأكمله أتقدم بمزيد الشكر والتقدير لكل اللي شرفونا اليوم ولكل اللي شافوا الفيلم اللي بيحكي عن حقيقة الواقع اللي احنا فيه ولكم منا كل الشكر والتقدير. Merci beaucoup à vous, au nom de la famille de Razan Najjar, au nom du peuple palestinien. Merci beaucoup pour votre présence, d'avoir sacré votre temps pour voir et sentir au moins la souffrance du peuple palestinien. Merci à vous. Palestine,